Donc du coup, on va commencer par le cas des bovins viande. Donc avec un système spécialisé naisseur transhumant des Pyrénées catalanes. Donc du coup, sur ce travail au niveau des bovins viande, donc c'est ma collègue donc Marion Kenzel qui est principalement fléchée sur ce dossier et qui s'intéresse voilà euh, à l'adaptation des systèmes bovins viande face au changement climatique, mais qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Et donc, on va faire la présentation à deux voix avec Pauline. Donc, voilà, moi qui suis donc Aurélie Blachon, donc j'anime donc les réseaux d'élevage bovin viande en Aquitaine et en Occitanie. Et on a construit donc avec Pauline, dans le cadre de l'équipe réseau, le CATIP sur lequel on s'est appuyé pour ces simulations. Pauline, je te laisse te présenter si tu veux. Oui, du coup, Pauline Pérez, technicienne bovin croissance et en charge de 5 fermes de référence pour le réseau Inosis, 3 bovines et 2 ovines. Voilà. Donc, je suis basée dans les Pyrénées-Orientales et le CATIP, initialement, qu'on a construit, il est basé sur les Pyrénées catalanes parce que dans le système de production, on est axé sur l'IGP de la rosée des Pyrénées qui est décrite sur la zone des Pyrénées catalanes. Et donc, comme l'a montré dans la présentation précédente Amandine, c'est une zone qui est particulièrement soumise aux Très aléas rouge. climatiques, très rouge, voilà, sur les cartes qu'elle a montrées. Donc là, voilà. Donc, du coup, le CATIP spécialisé naisseur transhumant, il est pour un exploitant. On l'a décrit en autonomie fourragère à 98%. Il a une trentaine, 25 hectares de SAU, 22 de prairies, 3 de luzerne. Après, il a des parcours individuels pour les pâtures de printemps et d'automne avant la montée et au retour de l'estive. Et après, en estive collective à peu près de mi-juin à fin octobre. Un troupeau de 47 vaches au vrac conduites en pur avec également une partie en croisement viande, en charolais. La transhumance conditionne le système sur des vélages d'hiver de mi-décembre à fin mars. Et avec les pâturages, après on est sur une mise à l'herbe début mai, fin avril, début mai, donc qui pâture les parcours de printemps et à l'automne. Et axé du coup sur les veaux, sur de la production de broutards légers et les femelles sous l'IGP Rosée des Pyrénées, qui sont des veaux sous la mer, non sevrés, sans complémentation, uniquement menés au lait maternel et avec du foin et la valorisation des pâtures et des estives. Et du coup, nous, par rapport à nos conditions depuis quelques années, on a été classé en sécheresse en printemps 2022. Et donc, on a enchaîné 3 étés de sécheresse, 2022, 2023, 2024. Et là, on sort de la sécheresse, même si on a toujours les nappes assez faibles. Euh, du coup, au printemps, les impacts, c'est de la retard de pousse de l'herbe et des mises à l'herbe qui sont plus tardives. Initialement, il lâche au fin avril et là, sur ces dernières années, il lâchait plutôt mi-mai. Une baisse de production fourragère sur les parcours et de la productivité sur les luzernes aussi, par le manque d'eau. Sur les estives, on a pendant l'été une diminution des surfaces exploitables par les animaux due à des problèmes d'abreuvement. Mais on a eu un maintien des durées de pâturage malgré le manque d'herbe et du coup un impact assez fort sur les notes d'état corporel des vaches qui descendent un peu plus faibles
et on perd du coup sur la croissance des animaux et donc sur la production brute de viande vive du troupeau. Et sur la luzerne, moins de repousse. Et après, sur l'automne, les animaux redescendent sur les parcours avant d'arriver sur les exploitations. Et du coup, là aussi, il y a des manques d'herbe. Certains ont à fourrager sur parcours alors que c'est pas des habitudes qui se pratiquent. Ou sinon, les animaux arrivent plus vite au bâtiment et on a des durées d'hivernage et d'affouragement plus longues. Donc, sur les impacts quantitatifs, on a estimé la perte de productivité des prairies à 40%. Sur la luzerne également, ce qui fait un passage de 7 tonnes de matière sèche par hectare à 4. Sur la production brute de viande du troupeau, on perd 10%. Et en déficit fourrager, il est estimé à 69 tonnes, soit 64% des besoins hivernaux pour les animaux. Donc ça, c'est des éléments qu'on a rassemblés à partir des fermes suivies donc par Pauline, en comparant donc les années 2022-2023 qui avaient donc été très marquées par la sécheresse aux années antérieures, donc 2018, enfin la période antérieure 2018-2021 qui avait été un peu plus normale, on va dire. Voilà, donc c'est sur la base de ces éléments-là qu'on s'est appuyé pour chiffrer l'impact de la sécheresse. Donc ensuite, on a essayé donc de choisir différents leviers. Donc on a travaillé sur 6 niveaux de scénario avec une évolution progressive, en tout cas de la mise en œuvre de certains leviers pour aboutir à un scénario final qui est une combinaison des différents leviers. Donc le scénario 0, c'est donc l'impact, le scénario avec l'aléa sécheresse, donc qui impose de l'achat de fourrage et donc qui amène une baisse de production de viande de 10%. Et ensuite, on a proposé donc 4 scénarios d'adaptation avec levier par levier. Donc 2 scénarios plutôt qui permettront d'augmenter la ressource fourragère, la production fourragère à travers l'aménagement d'un réservoir d'eau sur une zone d'estive qui permet de maintenir du pâturage sur une zone où ça peut pas forcément être le cas puisqu'il n'y a pas forcément d'eau d'abreuvement. Donc c'est une solution pour maintenir du pâturage sur des zones qui sinon se ferment à cause du manque d'eau. Un scénario 2 qui est centré plutôt sur la sécurisation de la production fourragère par l'implantation notamment de métailles qui seront enrubannées pour assurer du stock au printemps et aussi de la mise en place d'irrigation gravitaire sur certaines surfaces. Donc deux scénarios sur la production fourragère et 2 autres scénarios qui vont aller plutôt vers une diminution des besoins du troupeau. Donc un scénario un petit peu drastique, entre guillemets, où on va vraiment ajuster les UGB et donc diminuer le nombre de vaches pour l'équilibrer à la ressource fourragère disponible. Et donc dans ce cas-là, on va avoir une baisse de production de viande relativement importante. Et après, sur le scénario 4, on va plutôt adapter les périodes de vélage. Donc Pauline vous a dit que ça commençait plutôt au 15 décembre. Donc là, on va décaler les vélages d'un mois pour avoir des vaches qui ont des besoins d'entretien inférieurs sur la première partie de l'hiver et donc diminuer les besoins d'alimentation sur stock. Et dans le scénario final, on va essayer de cumuler un petit peu les quatre leviers pour assurer un équilibre du système fourrager et revenir à une autonomie fourragère plus complète. Donc, quand on applique ces différents leviers, donc ici, on vous a représenté dans ce tableau donc les principaux leviers activés avec les conséquences, les hypothèses sur la conduite et derrière les impacts un petit peu techniques. Donc, si je reprends le cas type tel qu'on l'avait, tel qu'on l'a construit, donc il est à l'autonomie fourragère avec une production de viande, voilà, qui n'est pas très élevée mais qui est conforme à ces systèmes transhumants. Des vélages groupés, du pâturage sur parcours et une période d'estive. Donc le scénario 0, c'est donc le scénario dégradé impacté par la sécheresse dans lequel il faut acheter. Donc un achat de fourrage important qui s'élève donc à 69 tonnes et donc une autonomie fourragère qui descend à 80%.
Dans les scénarios ensuite 1 et 2 où on travaille sur la ressource fourragère, donc on a le scénario 1 où on met en place une réserve de 70 mètres cubes d'eau qui permet d'avoir 21 jours de pâturage supplémentaires et qui va permettre d'assurer donc un peu plus de production de viande. En tout cas, on retrouve un certain niveau de croissance sur les broutards, donc qui permet de relever ce niveau de production et de limiter aussi les achats de fourrage. Et le scénario 2, où on va irriguer un petit peu les hectares de luzerne et aussi quelques hectares de prairies de fauche, et on va implanter 4 hectares de métailles qu'on va enrubanner au printemps sur des prairies naturelles plutôt destinées à la fauche jusque-là pour améliorer donc cette production fourragère. Et donc là, on va permettre de limiter les achats de fourrage et on va retrouver un niveau d'autonomie, que ce soit pour le scénario 1 ou 2, autour de 85%. Ensuite, quand on est sur les scénarios qui permettent de diminuer les besoins du troupeau, donc avec soit le scénario 3, où on va baisser donc fortement le nombre de vaches, qui va passer donc de 47 à 31 vaches. Donc on va avoir des conséquences dans ce scénario sur une baisse de la production de viande, qui va baisser de 25%. L'idée, c'est de se placer donc à l'autonomie fourragère, donc on retrouve quasiment le niveau d'autonomie initial. Et dans le scénario 4, où on décale la période de vélage d'un mois pour avoir un pic plutôt au 15 février par rapport au 15 janvier, on va limiter les achats de fourrage de 5 tonnes seulement. Ça va pas avoir un gros effet, mais on n'a pas de marge de manœuvre pour les décaler plus, sinon après la période de reproduction ne pourra pas se faire avant la montée en estive, donc on est bloqué. Et donc on a peu d'impact du coup sur l'autonomie fourragère avec cette dernière simulation. Et donc le scénario final combine à la fois les leviers sur les surfaces et sur le troupeau. On met en place la réserve d'eau pour améliorer la durée de pâturage, on augmente la production fourragère, on décale les vélages et en dernier, on ajuste et on équilibre un peu les UGB à la production fourragère aux ressources totales. Ce qui nous permet d'arriver à un troupeau qui va être à 36 vaches au final, contre 47 au début. On va quand même baisser la production de viande de 15%. Par contre, on va retrouver un taux d'autonomie fourragère de 100%, donc à l'équilibre du système fourrager. Donc ça, ce sont les conditions et les impacts techniques. Ensuite, donc on peut voir, pour conclure un petit peu sur ces simulations réalisées, l'impact à la fois économique et environnemental. Donc l'impact économique, on l'a réalisé donc avec l'outil Diapason, qui est l'outil de collecte et de saisie de valorisation des fermes du dispositif Inosis. Et sur les impacts carbone, donc on a utilisé l'outil Cap2ER. Donc ici, on a représenté pour l'impact carbone uniquement l'empreinte nette au niveau de l'atelier viande. Voilà. Et on vous a mis derrière le taux de compensation des émissions par le stockage du carbone, qui est donc très important dans ces systèmes pastoraux. Et donc, ce qu'on voit, c'est que on part d'une situation où on est quasiment, on va dire, à la neutralité carbone avec une empreinte nette qui est très faible, à l'échelle de l'atelier. Et donc, la dernière simulation combinée nous amène à la neutralité complète avec une compensation carbone qui est supérieure aux émissions. Et au niveau économique, donc on a, selon les différentes simulations, donc on a à la fois présenté les résultats à l'échelle de l'atelier et de la marge brute par vache, marge brute avec aide. Donc qui au départ est en conjoncture 2023 à 749 € par vache. Donc on voit que les situations peuvent être différentes, mais il faut faire attention parce qu'on n'a pas toujours le même nombre de vaches selon nos simulations, quoi. Donc même si on a une marge intéressante dans le scénario 3, on a beaucoup moins de vaches. Donc au final, voilà. Et on retrouve quand même un niveau de marge intéressant sur la dernière simulation. Et ensuite, au niveau des données économiques de l'exploitation, donc on a positionner ici le produit brut par unité de main-d'œuvre, les charges opérationnelles, l'excédent brut d'exploitation, l'efficacité économique qu'on mesure à travers l'EBE sur le produit brut, et enfin le revenu disponible en euros par UMO, par exploitant, et positionner un petit peu en vert les situations qui permettent de retrouver l'équilibre initial du CATIP, et plutôt en orangé les situations qui sont les moins favorables.
et qui nous montre que le scénario final qui combine à la fois donc la production fourragère, le décalage des vélages et l'ajustement des UGB pour être à l'autonomie fourragère, est le scénario qui finalement, même si on ne retrouve pas le même niveau de produit, puisqu'on a quand même une production de viande qui est en baisse de 15%, donc le produit brut, il est quand même affecté, mais ça permet d'avoir un niveau de charge, de dépendance aux charges plus faible, un EBE qui est quand même inférieur à la situation initiale, mais qui est le plus favorable, un niveau d'efficacité économique intéressant à 42%, et un niveau de revenu pour l'exploitant qui est quand même plus faible. Voilà, on ne peut pas retrouver la situation du CATIP initial malgré tous les scénarios qu'on a mis en place. Voilà, sachant que notre CATIP est peut-être un petit peu optimisé, on le sait, par rapport à ce niveau d'autonomie qu'on a construit au départ. Voilà pour cette présentation, pour le CATIP bovin-viande.